soir, on va parler d'Assemblée générale ordinaire. Puisque c'est un passage obligatoire. Hein. C'est compliqué de faire aujourd'hui. Alors, est-ce que le live... Vous me voyez bien? J'ai un aperçu du mon live. Ah oui. C'est mon aperçu du live qui était pas bon. Ok, parfait. Qu'est-ce que je disais? Je disais c'est difficile aujourd'hui de se lancer dans la création de société, mais de ne pas connaître les obligations légales, quoi. Et pour le coup, l'AGO, c'est vraiment le truc obligatoire, donc c'est important de l'avoir en tête. J'ai une question sur les impressions obligatoires à faire dans les registres des sociétés. Peux-tu nous dire lesquelles sont obligatoires à imprimer sur les pages attestées au greffe et lesquelles non? Les bilans doivent-ils être imprimés dans ce registre? Faut-il mettre toutes les AGO et GE? Alors oui, je peux répondre tout à fait à cette question et de manière très précise. Ce qui doit apparaître dans le registre des assemblées qu'il faut imprimer sur les pages cotées et paraphées par le greffe, c'est uniquement, vraiment strictement, les procès-verbaux d'Assemblée générale. Donc le document qui s'appelle procès-verbal de l'Assemblée générale, ou procès-verbal des décisions de l'associé unique. D'accord? Donc, mais par contre, c'est de toutes les assemblées. Peu importe le sujet. On ferait une assemblée générale et un procès-verbal pour décider de dire que désormais, on mettra des shorts les jours où il fait beau. C'est une assemblée générale, c'est un procès-verbal, ça va dans le registre de l'assemblée générale. Alors, vous n'avez pas l'obligation de faire, bien sûr, d'assemblée générale pour décider de mettre des shorts les jours où il fait beau. Je prends volontairement un exemple profondément caricatural pour aborder le sujet. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'absolument tout ce qui est décidé en assemblée générale doit être consigné dans le registre. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un registre papier. Alors moi, j'aime bien le registre papier parce que ça permet tout un tas de choses que ne permet pas un registre en ligne. Mais d'ailleurs, personnellement, aujourd'hui, compte tenu de ce qui, des obligations qu'on peut constater, des évolutions en matière de preuves, je suis surpris qu'on n'ait pas encore une loi qui oblige l'utilisation d'un procès-verbal dématérialisé, infalsifiable. Parce que il est tout à fait possible de falsifier un registre des assemblées générales. Or, ce live sur les AGO, il commence très mal, puisqu'on parle de comment on falsifie un registre. Mais c'est pas grave. Moi, je vous le dis pour, bien sûr, que vous ne le fassiez pas. Cela va de soi, c'est évident. On est d'accord. Ici, on est sur un Twitch de gens strictement et parfaitement honnêtes. Donc, des entrepreneurs honnêtes, c'est nous, c'est les entrepreneurs honnêtes. On est un groupe. Et donc, il ne faut pas falsifier sur les assemblées générales, ça peut être sanctionné. Maintenant, moi, pour l'avoir constaté, vu de mes yeux vus, comme on dirait, si mon registre, c'est un registre papier, je le fais coter et parapher. La cote et le paraphe du greffe du tribunal, c'est possible également de le faire en mairie. C'est juste un poinçon qui est mis avec un numéro de page de 1 à 100. Rien, absolument rien, ne m'interdit, en juin 2024, de faire coter, parapher un registre, et en juillet 2024, de le refaire. Et c'est strictement illégal, mais on pourrait imaginer que la personne qui ferait ça s'amuserait à avoir un registre sur lequel il imprime ses procès-verbaux, et puis l'autre registre, c'est le registre de secours. S'il faut changer une page, avec le premier. S'il faut, je sais pas, recommencer le registre à zéro. Bien sûr, ce procédé est strictement illégal. Mais quelle va être la preuve si demain vous sortez un des deux registres
c'est très compliqué d'apporter la preuve que vous avez falsifié votre registre. Pour ces raisons-là, je ne comprends pas qu'on n'ait pas des mesures de sécurité beaucoup plus puissantes en matière de tenue des registres si on estime que ce registre est une source de preuve qui doit être infalsifiable. Ça concerne également les SCI. Toutes les formes de société sont concernées. En fait, si vous vous trompez, vous devez rayer la page et puis vous poursuivez à la page suivante. Et vous marquez, en gros, vous rayez la page, vous marquez annule, page annulée, et puis vous continuez à la suite. C'est-à-dire qu'on ne doit pas... on n'est pas censé tricher. Et effectivement, la blockchain, et d'ailleurs, il me semble que les solutions en ligne, alors je ne suis pas sûr, pas sûr pour toutes, mais il me semble avoir vu passer justement le fait est que les solutions de registre numérique, donc s'il y a des prestataires qui le proposent, il y a des sites en ligne qui proposent des registres infalsifiés, eh bien avec la blockchain, ça fonctionne. On ne peut pas modifier. Chaque pièce a sa place et son numéro, et là on est sûr de l'authenticité. Le fait est qu'en France, on est très attaché au papier. Je pense que pour moi, c'est ça. En fait, je ne vais pas dire en France, on est très attaché au papier. Le législateur, les personnes qui font la loi, vous savez, l'Assemblée nationale. Ah bah non. Du coup, non. Oups. Voilà. Du coup, ces personnes-là sont pas forcément, c'est les personnes qui votent les lois, qui prennent les lois. N'ont pas toujours une vision très actuelle du fonctionnement des entreprises et de la réalité des entreprises sur le terrain. Mais pour moi, aujourd'hui, le registre de l'Assemblée générale papier ne devrait plus exister. Et il devrait y avoir une solution publique gérée par le greffe du tribunal de commerce, par exemple, de registre. Et en plus, c'est pas comme si on devait déjà pas déposer une grosse partie des registres. Vu qu'on est censé déjà déposer pas mal de procès-verbaux, on pourrait imaginer un système de publication des procès-verbaux et des registres en ligne, avec certains qu'on publierait ou non, en fonction des obligations liées au formalisme qu'on cherche à réaliser. Puisque tous les procès-verbaux n'ont pas à être déposés au greffe aujourd'hui. J'ai complètement dérapé, explicator. Voilà. Je suis comme ça. Il n'y a aucune question hors sujet. Peut-on faire moitié dividende flat tax, moitié IR? Non. Enfin, vous pouvez, mais une année sur l'autre. Parce qu'en fait, c'est une seule option fiscale que vous exercez sur une période de fiscalité. Parce qu'en fait, les dividendes, vous allez... En plus, c'est pas du tout hors sujet. Ce soir, j'avais prévu de parler des AGOA et donc des dividendes. Même si je parlais plutôt des obligations légales et plutôt la semaine prochaine des dividendes. Du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez des dividendes, imaginons vous avez pris des dividendes en 2023, vous allez pouvoir faire votre déclaration d'impôt en 2024. Donc là, vous êtes un peu hors délai. J'espère que vous êtes fait. Et bonsoir Prunel. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous qui nous rejoignez. Et donc, vous allez faire votre déclaration d'impôt, et dans cette déclaration d'impôt, vous allez choisir le régime fiscal applicable à vos dividendes de l'année précédente. Et c'est la case 2OP. La case 2OP vous permet de faire ce choix. Si vous cochez ou décochez la case, vous appliquez la flat tax ou vous soumettez votre dividende au barème progressif. Mais vous ne pouvez pas choisir la proportion soumise au barème versus la proportion qui serait soumise à la flat tax. C'est une option pour tous vos dividendes de l'année sur laquelle vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu. Après, en pratique, il y a des options pour essayer de gérer les choses.
Là, on rentre déjà sur un niveau potentiellement de choix qui n'est pas forcément évident à anticiper. C'est que par exemple, si vous n'avez pas clôturé votre exercice au 31 décembre, mais que vous clôturez plutôt votre exercice par exemple en avril, ou par exemple vous clôturez votre exercice en septembre, votre bilan il est fait octobre, novembre, chez Doug ça va très vite, vous avez deux options. Vous pouvez très bien vous faire un versement de dividende en décembre qui du coup sera soumis à la flat tax ou au barème selon ce que vous allez choisir lors de la prochaine période fiscale. Et puis vous pouvez très bien vous verser des dividendes en février avec une assemblée générale de distribution exceptionnelle parce qu'il reste de l'argent que vous n'avez pas distribué en décembre. Et puis là, ça sera taxé l'année d'après à la flat tax. Voilà. C'est à peu près la seule option que je vois pour essayer, sur une période courte de distribution de dividendes, et bien en réalité d'avoir potentiellement deux régimes qui pourraient s'appliquer à terme. Mais dans le sens où ça concernera quand même, l'option concernera quand même tous vos dividendes de l'année concernés par votre déclaration d'impôt. Je ne sais pas si j'ai été très clair. N'hésitez pas à me dire. J'essaie de vous trouver des options, Céline, pour pouvoir essayer de faire ça. Eh bien, vous pouvez tout simplement regarder sur le site du greffe du tribunal ou sur Infogreffe avec votre numéro sirène. Vous regardez, vous tapez votre numéro sirène et normalement, si les comptes ont été déposés, soit il y a les informations sur vos comptes, soit il est indiqué compte déposé avec confidentialité. Pour le cas où vous aviez le droit à la confidentialité des comptes. On va revenir sur ce sujet ce soir, potentiellement. Bon, en tout cas, je vois des gens qui se connectent. À 21h, c'était trop tôt. Vous étiez... Je crois que 21h, c'est trop tôt pour le live. Il faut le temps que ça chauffe. Les gens, ils arrivent un peu plus tard. En tout cas, je vous propose de parler d'Assemblée Générale Ordinaire. Ce soir, je vais vous dire un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'il faut savoir sur le sujet. Après, bien sûr, je continue de répondre à vos questions, donc sentez-vous à l'aise de les poser. Comment calculer le délai de carence suite à une clause de cession journaliste? Je ne sais pas du tout, malheureusement. Je ne sais pas du tout. C'est quoi? C'est un délai de carence suite à un contrat qui s'arrête? C'est quand vous voulez prendre un journaliste et que vous voulez le reprendre pour des missions, vous avez un certain temps pour reprendre un boulot. Je vais quitter mon job d'employé grâce à une clause de cession journaliste et je suis en même temps dirigeant de ma SAS. Ma femme est la présidente. Est-ce que je vais pouvoir toucher l'ARE car la société est pour l'instant déficitaire? Alors, à noter déjà que normalement pour toucher l'ARE, il faut au moment où vous inscrire à France Travail être dans une situation de non-activité professionnelle. Ce qui est des fois pas compatible avec le fait d'être déjà dirigeant de votre SAS. Donc ça pourrait valoir le coup, pour être sûr de ne pas avoir de problème avec France Travail, déjà de ne plus être dirigeant de votre SAS au moment où vous vous inscrivez à France Travail. Ce qui va être particulièrement pénible, puisque ça coûte de l'argent de se retirer de la direction de votre SAS. Là-dessus, ça peut valoir le coup de poser la question à France Travail. Ensuite, ce que je vous propose pour la partie carence de la clause de cession journaliste, je vais regarder si je trouve quelque chose dans la documentation. Alors, l'article 771.12.5 du Code du travail. On va essayer de regarder ça. Ouais, alors je suis pas du tout spécialisé dans ce genre de sujet sur le journalisme. Donc je ne veux pas vous raconter du vent. Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes, soit la cession du journal ou du périodique,
soit la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit. 3. Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si changement créé pour le salarié une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, de manière générale à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée de préavis prévue à l'article blablabla. C'est cette durée-là que vous parlez? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans les entreprises, les journaux et périodiques en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste, vous avez 1 mois de préavis si vous avez une ancienneté inférieure ou égale à 3 ans, 2 mois pour une ancienneté supérieure à 3 ans. Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de 2 ans et de moins de 3 ans, donc entre 2 et 3 ans, ils auraient pu l'écrire comme ça, mais c'était trop facile. Celui-ci bénéficie du préavis prévu, ok. Donc vous avez un préavis, vous, qui est entre, on va dire, 1 mois et 2 mois. En fait, vous êtes soumis à ce préavis, sauf si vous rentrez dans les conditions de l'article L7112.5. C'est-à-dire... sont applicables lorsque cette... par une... Ok. Donc, a priori, il n'y a que le 3e cas, c'est-à-dire que la rupture a été motivée par la circonstance d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique, si ce changement crée pour le salarié une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou d'une manière générale à ses intérêts moraux. Donc en fait, il n'y a que si vous êtes dans cette situation-là, je vais vous le copier dans le chat, ça c'est le texte qui s'applique à votre situation, et je vous mets également le lien vers l'article de Légifrance qui trouve à s'appliquer à votre situation. Et donc, si vous êtes dans cette situation, eh bien, vous avez a priori la possibilité de ne pas observer le préavis. Alors après, ça peut être soumis à interprétation. Moi, je ne veux pas vous sauter au plafond. Vous allez voir déjà, les juristes, on n'est pas forcément des sauteurs au plafond. Mais c'est pas grave. On a plein de qualités à côté. On est des gens très joyeux. Mais du coup, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, moi. Un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique. De nature à porter atteinte à votre honneur, votre réputation ou à vos intérêts moraux. Et ça, pour aller voir, il faudrait regarder dans la jurisprudence, faire une étude de jurisprudence. Pour le délai de carence, à partir du moment où vous êtes sorti de votre contrat, mais votre contrat il se termine à la fin de votre préavis. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire à France Travail tant que vous n'avez pas fini votre contrat. Et donc, votre préavis n'est pas bouclé. Après, pour le délai de carence de votre chômage, ça, vous n'aurez pas de texte là-dessus. En fait, a priori, ça va s'appliquer comme tout délai de carence habituel de chômage. Je pense. Qui est, je crois qu'il est d'1 mois, non? Non? 7 jours. « 7 jours, délai de carence, a priori, vous concernant. Mais c'est avec plaisir. Moi, je suis très content que ce Twitch, ce live réponde à vos questions. Je suis là pour ça. Donc, c'est le plus important. Et après, si on a un petit peu de temps pour parler des sujets que je prépare à l'avance, tant mieux. Mais c'est pas une fin en soi. Moi, pour le plus important, c'est d'être avec vous et de répondre à vos questions. Le délai de carence, en fait, apparemment, de ce que je vois là, de ce que j'ai tapé vite fait, ça dépend pas mal de si vous avez déjà appliqué un délai de carence au cours des 12 derniers mois ou pas, dans une inscription à France Travail. Prunelle,
Une fois l'extrait Cabis reçu, que dois-je faire ensuite au niveau fiscal? S'inscrire sur impôt.gouv professionnel ou c'est 12 qui s'occupe de ça? Eh bien, c'est à vous de vous inscrire, Prunel, parce que c'est votre compte personnel. Nous, on n'a pas le droit d'y aller. Dessus, il y a toutes vos infos, etc. C'est à vous ce compte-là. Par contre, il peut s'arriver, des fois, on va vous dire hey, tiens, utilisez votre compte impôt.gouv pour faire telle action, parce que c'est important pour vous. Et d'ailleurs, Prunel, moi, je vous invite d'ores et déjà, créez votre compte impôt.gouv et aussi, abonnez-vous à tout ce qui est télédéclaration, par exemple des revenus de capitaux mobiliers ou ce genre de choses. Ça vous simplifiera la vie le jour où vous avez besoin, par exemple, de verser des dividendes. Vous allez devoir faire des déclarations en ligne, et si vous n'êtes pas abonné à ces services, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des abonnements à des services. Quand je dis abonnement à un service, ça veut dire en gros, vous avez accès à la télédéclaration sur votre espace. Hein. Il n'y a rien de payant dans les abonnements sur impôt.gouv. C'est pas Netflix ou Amazon Prime. Hein. Peut-être qu'un jour ça finira comme ça. Ça sera, vous devrez vous abonner à impôt.gouv. Ça sera payant si vous avez de la publicité. Voilà. Pour pouvoir faire vos déclarations. On a le droit de rigoler. Hein. Donc, effectivement, vous devez vous inscrire sur impôt.gouv.fr. Normalement, vous avez peut-être déjà reçu, Prunel, votre mémento fiscal. Si vous ne l'avez pas reçu, surveillez bien votre boîte aux lettres, puisque une fois votre immatriculation réalisée, eh bien, vous allez recevoir, l'administration fiscale, en fait, elle a saisi toutes vos données fiscales dans ces tablettes, et elle vous transmet ce qu'on appelle un mémento fiscal. C'est juste un courrier auquel, au verso, vous avez le récapitulatif de toutes vos options fiscales. IS, IR, TVA, etc., etc. C'est hyper important de bien checker que ça correspond à ce que vous souhaitiez et ce qui a été vu avec le juriste qui s'est occupé de votre création d'entreprise. Si jamais ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard pour justement faire des changements. Donc j'attire vraiment votre attention sur le fait de bien vérifier ce petit mémento fiscal. Si vous avez un doute, vous le scannez, vous le prenez en photo, vous l'envoyez au juriste qui est chargé de votre création d'entreprise. Et comme ça, lui, au pire, il peut checker, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait envisageable. Attention, Prunel. Vous venez d'être immatriculé. Je suis dans mon devoir de vous protéger quand même. Vous allez recevoir des tas d'arnaques dans votre boîte aux lettres. Parce que comme les informations sur votre société et la création de votre société sont publiques, il y a des entreprises d'arnaques qui vont essayer de vous faire croire que vous devez vous inscrire à tel ou tel autre service de publicité, d'annonce, de registre obligatoire, mais pas vraiment quand on lit les conditions générales. Faites très attention. Globalement, sachez que votre société elle est immatriculée, vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous recevez un courrier de ce type, ne payez surtout pas. Parce que bien sûr, ils vous demandent de l'argent. Pas forcément des très grosses sommes. Ils vont dire il faut payer 250 € votre inscription au répertoire national des entreprises européennes. Je vous dis ça, mais à tous les coups, c'est pas complètement fake ce que je viens de vous dire. Ils imitent très bien des papiers officiels. Et si vous payez, c'est tant pis pour vous. L'argent, on le reverra pas. Pire, des fois, c'est des services, en réalité, c'est des services commerciaux auxquels vous vous abonnez. Et vous vous retrouvez à payer ça pendant 1 an, tous les mois, 50, 70 balles. Ça va très vite. Donc, faites bien attention si vous recevez un courrier de ce type, le moindre doute. Doux.fr, vous prenez une photo du courrier, vous l'envoyez sur le chat et vous nous posez la question. On vous dira si c'est une arnaque ou pas. Nous, ça va pas nous prendre très longtemps. La plupart, on les connaît, on les repère très vite. Et vous faites pas avoir avec ça. Ils sont de plus en plus doués pour les arnaques. Vraiment, j'ai failli me faire avoir récemment d'une arnaque. Et je vous raconte une anecdote. Ça fait très David raconte des histoires, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien vous raconter des histoires. Il y a genre une semaine, je reçois un mail. Vous n'avez pas payé votre amende de stationnement. Vous avez jusqu'au tel jour pour le faire. Il se trouve que le tel jour, c'est le jour d'envoi du mail. Amende de stationnement, il se trouve que c'est tout à fait envisageable que j'ai une amende pour stationnement. Vous voyez, c'est pas du tout improbable d'avoir une amende pour stationnement. Que ceux qui n'en ont jamais eu me jettent des pierres dans le chat.
J'espère que vous n'en avez eu. Mais du coup, j'ai failli payer. Après, j'ai checké. Mais attends, il est un peu chelou l'adresse d'envoi de cette relance. Ah, mais en fait, la référence de l'amende, elle n'existe pas sur le site officiel des amendes. Et en fait, c'était un fake. Mais tout est organisé pour que vous preniez le moins de temps possible pour vérifier. Et malheureusement, c'est comme ça que les gens sont à voir. Donc méfiez-vous et sachez qu'en tant qu'entreprise, vous n'allez pas être épargné par ce type d'arnaque. Donc voilà, si vous avez un doute, paniquez pas. Faites un petit message sur doux.fr et puis on vous répondra. Ça sera avec plaisir qu'on vous évitera de vous faire arnaquer. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est vraiment avec plaisir, Prunel. Si c'est la première fois que vous passez sur ce chat, et écoutez, très cool. J'ai vu que vous avez suivi la chaîne tout à l'heure. Ça me fait très très plaisir. Plus vous êtes nombreux à suivre cette chaîne, plus ça me fait plaisir. Voilà, je vous le dis de manière totalement sincère. C'est un projet, cette chaîne Twitch, en prolongement de ce qu'on peut faire pour vous accompagner au quotidien chez Dougs. C'est vraiment un projet que j'ai très à cœur. Et du coup, le temps que vous venez échanger avec moi, poser vos questions, tout ça, c'est en réalité pour moi vraiment, c'est la preuve que ça vous est utile. Et du coup, ça coche complètement les cases de notre credo chez Dougs, d'essayer de vous simplifier la vie, d'être là quand vous en avez besoin, d'être un cabinet à distance, mais finalement d'être beaucoup plus proche de vous que peuvent l'être certains cabinets pas à distance. Voilà. C'était l'instant émotion. Maintenant, je vous parle des assemblées générales ordinaires annuelles. Ok ? Franchement, ça fait moins rêver tout de suite, hein, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand on parle d'assemblée générale ordinaire annuelle, souvent, vous allez le lire sous le nom de AGOA. Voilà, c'est assez barbare. Des fois, on vous parle de l'AGO, voilà, tout simplement, ou de l'AGO annuelle. Ce qu'il faut retenir, tout ça, c'est que c'est globalement la même chose. C'est l'assemblée générale ordinaire annuelle. Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Parce que c'est une assemblée générale qui est prévue par la loi pour toutes les sociétés. Et j'insiste vraiment sur le tout. Vous voyez, le tout, il est en gras, majuscule, souligné. Ok. Toutes les sociétés doivent faire une assemblée générale. Dans une SASU, il y a également besoin de faire une assemblée générale. Alors, ça ne s'appelle pas une assemblée générale. En pratique, quand on est en SASU, on appelle ça une décision d'associé unique. Et bienvenue à Focapu dans le chat de Doux. Ça fait plaisir. Même si vous êtes en SASU, vous avez l'obligation de faire ce qu'on appelle une assemblée générale. Ça ne va pas se traduire dans une assemblée puisque vous êtes tout seul. Surtout si vous êtes le président de votre SASU. Vous n'allez pas vous convoquer vous-même, vous envoyer une lettre recommandée. Imaginez, j'ai ma SASU et je m'envoie une lettre recommandée, je la mets à la poste, et je reçois mon recommandé qui me dit « David, je te convoque pour ton assemblée qui aura lieu dans 2 semaines ». Ça pousse à la schizophrénie, ce truc. Hein. Donc non, quand on est seul, on n'est pas du tout dans l'obligation de convoquer une assemblée générale. Par contre, les décisions qui relèvent de l'assemblée générale doivent quand même être prises. Elles sont prises dans ce qu'on appelle un procès-verbal des décisions de l'associé unique. C'est le cas pour les SASU, mais c'est le cas aussi pour les EURL, ou globalement pour toutes les sociétés qui existent sous une forme unipersonnelle, donc avec un seul associé. Par contre, je vous prends un exemple en SASU, où on a une convocation. Alors, ça ne vous concerne peut-être pas vous, mais ici on est là pour essayer de pousser les sujets le plus loin possible. Imaginez, c'est moi le président de votre SASU à Focapu. C'est moi le président de votre SASU. Mais c'est vous qui allez prendre les décisions de l'Assemblée Générale. De toutes les décisions qui sont à prendre au titre
de cette assemblée générale, ces obligations légales, c'est vous, en tant qu'associé, qui allez devoir les prendre. Par contre, c'est moi le président. C'est-à-dire que c'est moi qui suis à l'initiative de ces décisions. C'est-à-dire c'est moi qui vais dire, maintenant il faut les prendre. Et bien dans ce cas-là, moi je vais vous convoquer pour que vous puissiez prendre ces décisions. Quand le président n'est pas l'associé unique, cette formalité et ce formalisme retrouvent son sens. Même du coup dans une structure avec un seul associé. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'il n'y a pas du tout d'obligation de convoquer une assemblée générale, peu importe la forme. Alors, vos statuts disent bien sûr l'inverse, ou presque. Il faut savoir, c'est que une assemblée générale, pour qu'elle soit valide, il faut normalement la convoquer. Si elle n'est pas convoquée, elle peut être valide à condition que tous les associés soient présents pour signer le procès verbal. Si je suis déjà dirigeant de ma SAS déficitaire et un job d'employé en parallèle, est-ce que si je quitte mon job d'employé pour créer une autre SAS ou une holding, pourrais-je toucher la RE? Pas sûr du tout. En fait, le France Travail pourrait vous dire, en fait non, vous avez quand même une activité professionnelle. Donc au moment où vous allez vous inscrire à France Travail, vous allez dire, en fait j'ai perdu mon job. Ils vont dire oui, mais vous avez toujours une activité professionnelle, vous êtes dirigeant d'entreprise. Que vous êtes en tant que dirigeant d'entreprise, que vous puissiez vous prendre de l'argent, France Travail, potentiellement, il s'en moque. Donc là-dessus, si vous devez faire ça, moi je vous invite à d'abord questionner France Travail sur justement est-ce qu'ils vont accepter ou pas de vous faire passer, de bénéficier de votre ARE. Pour vous assurer que ça va fonctionner. Merci beaucoup à Focapu pour le follow. Ça fait très plaisir. Non, ils sont pas cool. Ils sont pas cool. Et franchement, je le disais ce midi, ils ont même élargi. Ils sont de pire en pire, France Travail, sur le maintien de l'ARE des dirigeants d'entreprise. Alors, ça fonctionne globalement encore bien, mais de plus en plus, ils demandent des justificatifs. Ils demandent des justificatifs qui sont même pas juridiquement valides. Franchement, c'est assez terrible. Du coup, sur les assemblées générales, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'obligation, quand toutes les sociétés ont l'obligation d'en faire au moins une par an. Pour les sociétés commerciales, alors qu'est-ce qu'on appelle une société commerciale? C'est les SAS, les EURL, les SARL, les SASU, toutes ces sociétés-là, ce qu'on appelle des sociétés commerciales. Eh bien, ces sociétés-là doivent le faire dans les 6 mois de la date de leur clôture d'exercice comptable. Donc ça veut dire que si je clôture mon exercice comptable le 31 décembre, mon assemblée générale doit avoir été réalisée au plus tard le 30 juin. Si je clôture au 30 juin, mon assemblée générale doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre. Bon, vous avez compris le principe. Si vous avez besoin de convoquer votre assemblée, déjà il faut s'y prendre un peu en avance. Parce que si vous convoquez votre assemblée, il y a le délai de convocation à rajouter. C'est pas 6 mois pour convoquer votre assemblée, c'est 6 mois pour la tenir. Donc si vous avez un délai de convocation de 2 semaines, ça veut dire que finalement, le dernier carat pour convoquer votre assemblée générale, c'est le 15 juin, qui vous clôturez au 31 décembre. Vous n'êtes pas obligé de convoquer, comme je vous ai dit, si tous les associés sont OK pour signer. Mais dès lors que potentiellement un associé, quand vous êtes plusieurs, se retrouve en désaccord potentiel avec vous, ou vous vous dites simplement, là je convoque, j'ai mon assemblée à faire, mais je me dis que Jean-Louis, il va pas venir. Il va pas venir. Dernièrement, on n'était pas trop d'accord sur l'évolution de l'entreprise. Je pense qu'il va pas venir. En plus, c'est un minoritaire. Il a 2% du capital. Je pense qu'il va pas se déplacer pour l'Assemblée générale. Il faut convoquer l'Assemblée. Si vous signez votre procès verbal, vous prenez les décisions, Jean-Louis, il n'est pas là, il pourra, même avec 2%, alors qu'il n'aurait pas pu dire non aux décisions prises. S'il avait été là, il ne pouvait pas dire non. À partir du moment où vous aviez 98% du capital, avec ces 2%, il ne pouvait rien faire. Mais le fait est
que vous n'avez pas respecté la procédure de convocation et qu'il n'a pas signé le procès-verbal pour l'Assemblée générale, eh bien, il pourra en demander l'annulation. Alors, c'est pas forcément très grave. Si je peux reconvoquer mon assemblée, etc., je peux régulariser. Selon le type de décision que j'ai prise, ça peut être plus ou moins pénible. Si la décision en question, c'était la fixation de ma rémunération en tant que président, la voir annulée, ça peut me rendre chafouin, comme on dit pas mal dans mon coin. Ça peut me contrarier très fort. Donc, si vous pensez que vous êtes plusieurs dans votre société, qu'il y a un associé qui ne peut pas venir, qui ne voudra pas signer le procès verbal, à distance, par YouSign, peu importe, il faut convoquer votre assemblée générale. Ça, c'est vrai. Là, c'est des règles vraiment classiques d'assemblée générale. C'est vrai pour les AGO, assemblée générale ordinaire, et également pour les AGE, assemblée générale extraordinaire. Vous connaissez la différence entre les deux ? Entre une AGO et une AGE, si vous savez la différence. Ah, et oui, en fait, c'est un Twitch live interactif, complètement. Attendez, je crois que faudra que j'essaie même de... Je crois qu'on peut faire des sondages dans le chat. Enfin, je regarde comment on crée un sondage. Non, je sais pas le faire. Et non, c'est pas le délai, c'est pas la date qui définit la GE. En fait, c'est la compétence et le niveau de majorité. Une assemblée générale ordinaire, elle peut prendre toutes les décisions pour lesquelles il n'y a pas une assemblée plus forte, hiérarchiquement, on va dire, à faire. L'assemblée générale extraordinaire, c'est une assemblée générale qui a plus de pouvoir que l'assemblée générale ordinaire. Elle va intervenir pour prendre des décisions avec des conséquences plus lourdes. Souvent, on distingue l'assemblée générale ordinaire de l'assemblée générale extraordinaire en disant que l'assemblée générale extraordinaire, l'AGE, elle a vocation à modifier les statuts. Quand on modifie les statuts, on va être en AGE. Alors que quand on ne les modifie pas, on va être en AGO. Moi, je ne suis pas fan de ce distinguo. Il est bien pour se faire un rappel mémotechnique. AGE, modification des statuts, AGO, pas modification. Parce qu'on se dit modifier les statuts d'une entreprise, c'est quand même un acte qui n'est pas neutre, c'est significatif. D'accord ? Ça peut être un moyen mémotechnique pour se rappeler un peu des grands principes. Mais ce n'est pas du tout forcément obligatoire. Vous pouvez très bien en SAS avoir des AGO qui ont le pouvoir, de par les statuts, de les modifier. Je viens de tout casser là. En fait, la grande différence entre les deux, ça va être ce qu'on a prévu dans les statuts. Souvent, en fait, dans les statuts de votre société, n'hésitez pas à les feuilleter à l'occasion. Vous verrez, on a prévu en AGE effectivement des opérations plus lourdes de conséquences. Augmentation du capital, transfert du siège social, modification de l'objet social de l'entreprise. Et souvent, on va mettre dans les décisions ordinaires des décisions avec moins de conséquences. Mais les conséquences, c'est toujours à relativiser. Par exemple, la rémunération des dirigeants, du président de SAS, c'est une décision ordinaire. Et par exemple, la distribution de dividendes, c'est une distribution ordinaire. Enfin, c'est une assemblée ordinaire. Et souvent, ce qui va se distinguer la GO de la GE, parce que le sujet, j'ai envie de vous dire, distinguer les sujets, à quoi ça sert, c'est surtout que les conditions de vote vont être différentes. Par exemple, on va dire que pour prendre une décision ordinaire, il suffit d'avoir la majorité du capital des droits de vote qui votent pour. Donc, si j'ai 50% des voix plus une, c'est bon, ma décision, elle est prise. Par contre, pour une AGE, je vais dire qu'il faut, par exemple, au moins 75% du capital plus une part. Là, pas la même ambiance. Hein. Si le majoritaire, il n'a pas suffisamment de capital pour pouvoir prendre cette décision seul, ça veut dire qu'il va devoir trouver des coalitions. Il y a une forme de politique qui s'instaure dans le fonctionnement de la société. Et souvent, quand on s'associe à plusieurs, on a tendance, si on ne se fait pas accompagner, à sous-estimer l'impact
du fait d'être plusieurs justement dans la société et de cette répartition des pouvoirs qu'on peut prendre via les décisions. Moi, je vous prends un exemple simple, mais si vous avez un associé qui seul peut décider de la rémunération des dirigeants et qu'il est dirigeant, ça veut dire qu'il est seul à pouvoir décider de sa rémunération. Et il n'y a pas grand-chose qui va l'empêcher de s'augmenter. Vous, si vous avez 30% du capital, bah, vous allez juste pouvoir le regarder. Et éventuellement dire mais eux Je fais très mal l'associé minoritaire. Il faudra que je travaille mon jeu d'acteur d'associé minoritaire. Voilà. Tout ça pour dire que ces questions, quand on parle de l'AGOA, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, on est normalement sur des conditions de majorité simples, c'est-à-dire majorité plus 50% plus une part. Ça va souvent suffire. Je dis souvent parce qu'on pourrait tout à fait, dans les statuts, dire que même l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, on prendra les décisions à la majorité des 2/3, des 3/4. C'est pas interdit d'augmenter ces majorités. On pourrait même prévoir, dans un cas totalement extrême, l'unanimité. Et en réalité, régulièrement, on rencontre des sociétés qui n'ont pas écrit dans leur statut qu'ils allaient prendre les décisions à l'unanimité, mais la manière dont leur capital est structuré se retrouve en fait dans ces conditions. C'est ce qu'on appelle les sociétés à 50-50. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, et vous avez peut-être entendu des choses là-dessus. Quand vous faites une société à deux, chacun 50-50, en fait, vous avez, si vous ne adaptez pas vos statuts, vous avez en réalité une situation d'unanimité. Il faudra que tout le monde soit d'accord, les deux, pour pouvoir prendre des décisions, même comme celle simple de dire « tiens, on se verse des dividendes ». Allez, j'arrête ma tirade et je lis vos questions. Prunel, je souhaite maintenir mon ARE auprès de France Travail. Il me demande d'envoyer un PV indiquant que je ne me rémunère pas durant toute la durée de l'exercice. Est-ce que je dois convoquer mon associé par courrier pour valider ce document? Prunel, si votre associé il est d'accord pour le signer, il n'y a pas du tout besoin de le convoquer. Vous pouvez simplement rédiger le procès-verbal, vous le signez, lui et vous, et il n'y a pas de difficulté. Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger ce document, sachez que nous, on peut vous le rédiger chez Dougs. Bien sûr, c'est une prestation qui fait l'objet d'une facturation. C'est une facturation de 40 € hors taxe. On essaye de mettre le prix le plus bas possible pour vous aider. Si vous êtes bloqué sur le sujet, vous n'hésitez pas. On peut vous aider pour le faire. Et sinon, si vous faites par vous-même, faites votre procès-verbal. Si votre associé est d'accord pour le signer, vous le signez. Faites une signature YouSign ou DocuSign ou même manuscrite. Si vous êtes à proximité, vous pouvez le faire sans problème. Et ça sera largement suffisant. Alors attention quand même, Prunel. Il y a France Travail, il vous dit pour tout l'exercice, mais des fois, il vous demande de préciser aussi pour l'exercice civil. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à prévoir deux copies. Voilà. On a vu des Pôle emploi dire « Ah oui, mais en fait, non, on veut sur l'année civile. » Parce qu'il n'y a pas de sens entre nous. Voilà. Si le PV d'AG peut ne pas être publié car l'entreprise, quelle est la liste exhaustive des documents obligatoires à déposer au greffe? La page du bilan et de l'actif, le compte de résultat, la déclaration? Non, vous n'avez pas du tout oublié de trucs, quasiment. Attendez, je relis votre liste. Mais vous prenez beaucoup trop d'avance sur ce que j'avais prévu de dire sur les AGOA. Alors, attendez, je vais reprendre mon support sous les yeux, au moins, pour être sûr de ne pas en oublier. Ce que vous devez déposer, c'est bien sûr bilan actif-passif. Et pas le bilan détaillé. Vous avez souvent dans vos plaquettes comptables détail du bilan, détail de compte de résultat. Vous n'avez pas du tout besoin de verser le détail. Vous devez juste déposer la version non détaillée. Actif, passif, compte de résultat. D'accord? Alors actif-passif, en fait, c'est le même document. Compte de résultat. Déclaration de confidentialité si vous y avez le droit. Ça fait très plaisir. Ça flatte un peu mon ego, mais... Bien sûr, donc la déclaration de confidentialité,
L'affectation du résultat, pas le PV en entier, mais que la partie avec souvent c'est la deuxième résolution du procès verbal où on a dit tiens, le résultat, on décide d'en faire ça, ça ou ça. Euh, cette résolution-là, cette résolution doit également rappeler les dividendes versés au cours des 3 derniers exercices, c'est important. J'en profite pour glisser mes petits trucs que j'avais prévu de dire sur la GOA. Mais comme ça, si un jour vous rédigez votre GOA par vous-même, vous savez toutes les infos. Et il arrive qu'il y ait 2 autres documents qui peuvent être demandés par le greffe du tribunal. Et ouais, j'avais quand même un truc pour le au cas où j'ai oublié un truc. Le premier, c'est ce qu'on appelle une attestation de dispense d'annexe. En réalité, quand on dépose que le bilan, actif, passif et compte de résultat, on ne dépose pas tous les documents qu'on pourrait être amené à déposer au greffe. C'est-à-dire l'annexe des comptes de la plaquette des comptes. Cette annexe, vous n'avez pas l'obligation de la déposer dans la très grande majorité des cas. Et donc, vous allez pouvoir vous en dispenser avec une dispense d'annexe. Pourquoi je vous dis parfois? Parce que ça peut dépendre des greffes. Il y a des greffes qui vont être un peu pénibles et vous la demander. D'autres qui potentiellement s'en moquent et vous la demanderont pas. Par défaut, chez Dougs, on va vous la fournir. Pour qu'au cas où vous l'ayez. On se dit, au pire vous la déposez, le greffe s'en fout, il la mettra à la poubelle et puis vous êtes tranquille. Plutôt que vous ne l'ayez pas et vous cherchiez après. Quand le greffe va vous rejeter votre dossier en vous disant il nous faudrait une dispense d'annexe, s'il vous plaît. Ils vous disent même pas s'il vous plaît. Ils n'ont pas ce niveau de politesse à l'heure actuelle, malheureusement. Ils ne sont pas toujours très sympas, les agents du greffe avec nous. Sachez-le. Ça nous demande beaucoup de self-control. Juriste à l'heure du guichet unique et la situation qu'on peut vivre dans certains greffes du tribunal, ça demande aux juristes d'avoir de très bonnes compétences en self-control et de zen attitude. Et il y a un autre document qui peut être parfois demandé par le greffe du tribunal, c'est ce qu'on appelle l'attestation de conformité des comptes. En fait, c'est un vieux truc, ce machin, qui date du moment où on a commencé à faire les dépôts en ligne. Et en fait, les greffes du tribunal, ils n'étaient pas très confiants sur le fait de ne pas avoir des documents papier. Pour les explications là-dessus, revenir au début du live où je critiquais le fait que notre législateur n'ait toujours pas compris qu'il fallait arrêter avec le papier, pour des raisons y compris de sécurité des documents et de fiabilité. Bref, c'est pas grave. Le greffe a commencé à demander ce qu'on appelle des attestations de conformité. En fait, il vous demandait dans un document de dire « J'atteste de la conformité des documents que je dépose en version électronique ». Et oui, il vous demande des fois bien de donner ce document, en plus du fait que vous ayez signé sur la première page des comptes « Certifié conforme ». C'est vraiment pour être sûr, quoi. Vous êtes sûr que c'est certifié, vous êtes sûr que c'est conforme, quoi. Vous avez mis que c'était conforme. Vous êtes sûr que c'est conforme? Resignez-moi une attestation pour me dire que c'est bien conforme. Voilà. C'est les 2 documents que parfois ils peuvent être demandés. Alors après, vous, avec les documents que vous avez listés, vous pouvez faire votre dépôt, il y a de bonnes chances qu'ils passent. Au pire, ils vous rejettent, vous voyez ce qu'ils vous demandent. Il faut savoir que les rejets du greffe du tribunal de commerce ne coûtent pas très très cher. On est des frais de rejet de 1 euro à 3 euros. Si vous ne les cumulez pas, vous allez normalement réussir à surmonter cette situation. D'accord? Par contre, ce n'est pas les seuls documents qu'il faut faire pour votre assemblée générale. Parce que déjà, on l'a vu, hein, il faut faire une convocation. Et il y a un certain nombre d'autres documents à faire. Le rapport de gestion. Le rapport de gestion, c'est un document sur lequel vous récapitulez l'activité de votre entreprise sur tout l'exercice écoulé. Donc globalement, vous dites, en gros, qu'est-ce qui s'est passé cette année d'important dans l'entreprise, quels ont été les points clés de notre activité, de son développement, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, qu'est-ce qu'on a investi, et puis globalement, les chiffres importants de l'année, c'est quoi? Quelle croissance sur notre chiffre d'affaires, quelle croissance sur nos charges, quelle évolution de notre résultat, etc. Donc le rapport de gestion, il reprend tous ces éléments-là. Il est réalisé par le président de l'entreprise ou les gérants. Évidemment, chez Dougs, on vous le rédige.
Vous pouvez après le personnaliser si vous le souhaitez, mais on vous rédige en tout cas une base de rapport de gestion, ce qui normalement vous aide plutôt pas mal. Excusez-moi. Et, et voilà. Et c'est aussi dans ce rapport de gestion qu'on retrouve la proposition de ce qu'on va faire du résultat. En fait, il faut savoir, c'est que en assemblée générale, tout à l'heure, on a déjà parlé du résultat, ce qu'on allait affecter comme résultat, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision de dire on verse tant de dividendes ou pas tant de dividendes, c'est une proposition du président. C'est-à-dire que ce n'est pas les associés qui décident de verser des dividendes. C'est le président propose de répartir le résultat de la façon suivante. Et les associés sont appelés à voter oui ou non. C'est binaire un associé, quoi. Ça dit oui, ça dit non ou ça vote pas. C'est pas binaire du coup, il a 3 options. Excusez-moi. Voilà. C'est quand même pas incroyable comme option. C'est ça que je veux dire, c'est le pouvoir du président, c'est lui qui a l'initiative de dire bah les gars, on se verse 10 000, je vous propose qu'on prenne 10 000 euros de dividendes, versus le président qui dit je vous propose qu'on prenne 50 000 euros de dividendes. Vous, associés, si vous n'êtes pas le président ou le gérant, bah vous allez être devant le fait accompli. Bah ouais. Vous votez oui, vous votez non. Et c'est tout. Pas content. Tant pis. D'où l'importance, quand on est plusieurs, de travailler non seulement ces statuts, mais des pactes d'associés. J'avais fait un certain nombre de lives sur le sujet des pactes associés, je pense qu'on y reviendra à un moment donné, parce que à partir du moment où je travaille un sujet, je finis par dire, en fait, faites gaffe, il faut un pacte d'associés, quoi. C'est un peu fatigant à la fin. Finalement, à chaque sujet, on trouve toujours un lien avec le pacte d'associés. C'est terrible. Parce que dans le pacte d'associés, j'aurais pu dire que mon président, le président de la société, il s'engage, si le résultat il est supérieur à X milliers d'euros, par exemple, à proposer une distribution de dividendes d'au moins 20, 30, 40, 50%. Peut-être qu'on ne la votera pas, mais il s'engage à proposer une distribution dans ces conditions-là. Alors là, je vous donne un exemple vraiment à la volée, hein, mais c'est pour vous montrer que si on n'organise pas les choses, eh bien, avec un associé, si on est plusieurs dans la société, ça peut vite être difficile à vivre. En tout cas, on peut ne plus être maître de certaines choses. Si j'ai deux SASU et je souhaite qu'une fasse l'acquisition de l'autre, je dois signer 2 fois le document de cession de part? Oui. Et il conviendrait de préciser au nom de qui vous le signez. C'est-à-dire de mettre, je prends des exemples fictifs, mais par exemple, imaginons que c'est moi qui signe, David Bernier au nom de la société Bernier et compagnie, et puis de l'autre côté, David Bernier représentant la société Bernier Holding, par exemple. Voilà. Comme ça, on sait bien que oui, il y a 2 signatures, mais en fait, c'est moi qui ai signé les 2, mais pas pour les mêmes personnes. Voilà. Ça évite les problématiques. Compte tenu que mon ARE s'arrête courant avril 2025 et la fin de l'exercice est en octobre 2025, pour la société, à quel moment dois-je prévenir France Travail pour me verser une rémunération? Alors en fait, tant que vous êtes sous ARE, vous allez devoir chaque mois vous actualiser. Et vous allez chaque mois devoir déclarer à France Travail les revenus que vous avez pris ou non. Même si vous avez fait le procès-verbal qui dit que vous n'allez pas en prendre jusque l'année prochaine. Chaque mois, vous allez devoir déclarer les rémunérations que vous avez perçues. Et si vous en percevez, France Travail va recalculer vos droits à l'ARE. Donc tant que vous êtes sous ARE, vous allez devoir chaque mois déclarer vos revenus à France Travail. Si vous avez pris 0, il faudra déclarer 0, bien sûr. Et une fois votre ARE terminé, pour prendre une rémunération, il suffira de rédiger un procès-verbal qui vous autorise à prendre une rémunération. Tout simplement. Et ça, c'est hyper important de ne pas oublier de faire un procès-verbal pour autoriser votre rémunération. Du coup, j'ai envie de vous raconter une histoire encore. En fait, c'est pas le Twitch de Douglas, c'est David le père Castor, quoi. Mon histoire de rémunération, je vous la raconte, ça prend 2 minutes.
et je vais vous la résumer. Imaginons, moi j'ai ma boîte, je suis David, j'ai ma boîte, j'ai une URL et je me prends des rémunérations. Je prends l'exemple de l'URL parce que c'est souvent là qu'on prend le plus de rémunération. En SASU, ça coûte quand même très très cher de se rémunérer. Voilà. Taux de 86% de cotisation, etc. Vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, on peut en reparler. Imaginons, je veux prendre la rémunération et puis moi, j'ai pas suivi le Twitch de David, donc je sais pas qu'il fallait faire un PV. J'ai juste pris de la rémunération parce qu'il y avait de l'argent et voilà. Et dans 6 mois après, on est 6 mois plus tard, et toujours ce gentil David, il a décidé de vendre son entreprise à quelqu'un d'autre. On va dire Jean-Louis. Tout à l'heure, je suis parti sur Jean-Louis. Dans mes exemples, souvent, je prends des gens quelque chose, en prénom composé. Soyez pas surpris, vous allez vous y habituer. Je vends ma société à Jean-Louis. Jean-Louis, il audite un peu les comptes, ma boîte l'intéresse, on se met d'accord sur un prix, on signe une opération de vente. Jusque-là, rien d'extravagant. 2 semaines après la signature, Jean-Louis m'écrit « Mon cher David, après avoir vérifié le registre d'Assemblée Générale, il n'apparaît pas de procès-verbal au titre duquel la rémunération, combien on se prend? Elle est 100 000 euros. On est généreux. Il n'apparaît pas de procès-verbal qui autorise le versement au gérant, Monsieur David, de prendre une rémunération de 100 000 euros. En conséquence, cher David, je vous remercie de rendre votre rémunération que vous vous êtes pris sans qu'elle ne soit autorisée par un procès-verbal d'Assemblée Générale. Cordialement. Bisous bisous. Le bisou bisou le plus violent de l'histoire des bisous bisous probablement. Alors ça peut vous paraître surprenant, ça a été jugé devant le tribunal et le David en question, il a dû rendre sa rémunération. Eh ben, je vous assure que pour un pauvre pays d'assemblée où il aurait marqué « Je soutiens l'associé unique décide de se prendre, d'autoriser une rémunération de 100 000 euros », il était tranquille. Voilà. Il y a une formation de préférence de Dougs qui fournit un aperçu des étapes des documents pour la création et la gestion d'une SASU. Question d'avoir une base de connaissances au départ. Alors oui, normalement, vous en avez dans la Dougs Academy. Vous avez la possibilité de vous inscrire à la Dougs Academy. Vous avez un lien dans la bio de la chaîne Twitch qui vous donne en plus une remise. Vous avez un bon de réduction. Ça vous réduit le coût. La formation, elle est de base, je crois qu'elle est à 249 € à l'année. L'inscription à la Dougs Academy. Vous avez accès à tout le catalogue de formation. Et si vous êtes dirigeant d'entreprise, ça vous donne droit, si vous suivez 40 heures de formation, à un crédit d'impôt de 932 €. C'est-à-dire que l'État vous remboursera 932 €. Quoi qu'il arrive. Soit il vous réduira vos impôts de votre société, soit il vous remboursera 932 € si votre société ne paye pas d'impôts. Donc, n'hésitez pas. Si mon associé est majoritaire, a-t-il la possibilité de décider du montant de dividende qu'il veut s'octroyer? Non. Excusez-moi. Les dividendes sont distribués tels que c'est décrit dans les statuts. La plupart du temps, c'est à la proportionnelle, c'est-à-dire en pourcentage de ce qu'on détient dans la société. Si j'ai 50%, si j'ai 30% du capital, la plupart du temps, je vais avoir droit à 30% des dividendes. S'il veut changer cette répartition, il lui faudrait un accord unanime de l'intégralité des associés. Donc que je sois d'accord. Il ne peut pas le faire sans moi. Par contre, si c'est lui qui est président, il peut décider de proposer ou non une distribution de dividendes. Par contre, si la société est bénéficiaire et que chaque année, il décide de ne pas proposer de distribution de dividendes, juste pour vous embêter parce qu'il ne veut pas vous en donner, c'est ce qu'on appelle un abus de majorité et vous pouvez le poursuivre en justice pour le forcer à devoir proposer une distribution de dividendes. Il y a quand même un truc qui m'échappe. L'AG est obligatoire ou non? Voici un extrait. Eh oui, je le connais cet extrait. En fait, l'Assemblée Générale, elle est obligatoire de par la loi et de par vos statuts. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une loi de simplification.
Ça commence très très mal, les histoires du père Castor David qui commencent par loi de simplification, je vous le dis, à la fin, il n'y a rien de simple. Et en fait, ils se sont dit, en fait, il y a certaines sociétés, il faut qu'on leur simplifie la vie. Ils n'ont qu'à déposer leur statut, ils n'ont qu'à déposer leur compte et on n'aura qu'à dire que c'était bon. D'accord. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont oublié que l'Assemblée générale n'avait pas que pour vocation d'aboutir au dépôt des comptes. L'Assemblée générale, ou la décision d'associé unique, elle a plusieurs objectifs. Un, vous devez approuver les comptes. Oui, l'Assemblée d'approbation des comptes, il faut qu'elle approuve les comptes. Vous devez donner quitus à la gérance et au président de l'exercice de ses fonctions sur l'exercice. Ça, on est d'accord que si juste vous faites un dépôt des comptes en EURL, ça marche. Mais vous devez affecter votre résultat. Vous devez affecter votre résultat. Si vous êtes en EURL et que vous faites rien, ou en SASU, vous faites votre résultat, juste vous déposez vos comptes, votre résultat, il n'est pas affecté. Alors, si vous êtes déficitaire, effectivement, l'impact, il est relativement faible. Puisque si vous décidez de rien, on peut dire que de toute façon, votre déficit, il est mis en report à nouveau. Mais vous pourriez être déficitaire et estimer que vous pouvez impacter votre déficit sur les réserves antérieures si vous en aviez. Le fait d'être en déficit n'exclut pas qu'il n'y ait pas d'autres possibilités. Et pire, si vous êtes en déficit et que ce déficit a pour effet que vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié de votre capital, vous êtes en obligation, en plus dans votre assemblée générale, de constater cette situation de perte de la moitié du capital. Ah, je vous ai peut-être perdu. Imaginons on a un capital de 1000 euros. J'ai des capitaux propres avec une perte. J'ai une perte de 2000. J'ai des capitaux propres de moins 1000. Ça veut dire, on est d'accord, que mes capitaux propres sont inférieurs à la moitié de mon capital. La moitié de mon capital, c'est 1000 divisé en 2, 500 euros. Moins 1000, c'est plus petit que 500. Dans cette situation, je suis obligé, en plus des décisions habituelles de mon assemblée générale, de constater que je suis en perte de la moitié du capital. Et une fois que j'ai fait cette constatation, j'ai 4 mois pour faire une assemblée générale où je décide de ne pas dissoudre ma société. Et je dois faire une publicité au journal d'annonce légale pour le signaler, et je dois faire une mention modificative sur mon CABIS pour le dire. Donc vous voyez, le fait d'être déficitaire, j'ai même envie de vous dire, ça attire encore plus la nécessité d'y faire gaffe. Alors en plus, si c'est votre cas, pas de panique. Si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard, ça se régularise. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, doux.fr. On peut vous aider et vous les rédiger. Même pour la première année. Dès le premier exercice, si vous avez connu un déficit qui vous a abouti à être en perte de la moitié du capital, vous avez cette obligation-là. C'est souvent pour ça que nous, on recommande la première année de clôturer le plus loin possible. C'est-à-dire d'avoir un premier exercice qui va durer, si possible, 18 mois, par exemple. Comme ça, on a plus le temps d'aller chercher des clients, de facturer des clients, et puis d'amortir tous les coûts de démarrage. Ça augmente les chances d'avoir un résultat un peu plus élevé, sans pour autant avoir un capital de démarrage très élevé. L'autre option, ça serait d'avoir un capital à 100 000 euros. Hein. Si vous avez un capital à 100 000 euros, tant que vous n'avez pas fait plus de 50 000 euros de perte, vous n'êtes pas dans la situation. Mais c'est pas génial d'avoir un capital à 100 000 euros, qu'on soit d'accord. Donc partant de là, souvent, c'est pour ça qu'on va plutôt chercher à avoir un premier exercice un peu loin. Vous voulez toujours pas de nous, marchands de biens? Ah, c'est vrai. Les marchands de biens, c'est pas encore maintenant. Vous m'avez eu. Je suis touché. J'espère qu'un jour, on pourra gérer les marchands de biens. On a souvent des demandes en plus des marchands de biens. Voilà. Mais du coup, si vous voulez qu'on vous fasse le juridique, c'est pas impossible. Hein. Vous pouvez avoir un compte Dougs sans la compta. Et puis, si vous avez besoin de prestations juridiques, on peut vous aider, c'est pas un problème. Je reprends votre paragraphe pour être sûr de répondre à toutes votre questions.
Il n'existe pas d'obligation de dépôt du PV de l'Assemblée générale de SAS au greffe du tribunal de commerce, c'est généralement pas nécessaire. En fait, vous avez l'obligation de déposer votre résolution d'affectation pour l'Assemblée générale ordinaire annuelle pour le dépôt des comptes. Ensuite, oui, la plupart des PV que vous prenez, vous n'avez pas forcément l'obligation de les publier. Par exemple, vous faites un procès-verbal qui décide de votre rémunération, vous n'avez aucune obligation de le publier au greffe. Et je vous déconseille de le faire, pour des raisons simples de confidentialité. Ce que vous déposez au greffe peut être consulté, publiquement. Donc, est-ce que vous avez envie que tout le monde puisse aller consulter votre rémunération? Moi, je vous laisserai décider de ça. Personnellement, je préférerais que ça soit non. Toutefois, par exception, cette obligation existe lorsque le PV contient une décision de modification des statuts. Voilà, ok. Donc en gros, ce que dit ce paragraphe, c'est par défaut, un procès-verbal n'a pas par nature l'obligation d'être déposé au greffe du tribunal. Par contre, la nature des décisions qu'il contient peut pousser au fait de devoir le déposer. Je prends mon exemple. Je fais un procès-verbal pour décider de ma rémunération parce que je décide d'augmenter la rémunération du président. Ça fait l'objet d'aucune mesure de publicité de par la loi. Je n'ai pas besoin de déposer ce PV au tribunal de commerce. Par contre, le PV avec la résolution d'affectation de mon résultat, la loi m'oblige à le déposer quand je fais mon dépôt des comptes. De la même manière, si demain je veux modifier mon siège social, je vais être obligé de modifier mes statuts et le procès-verbal de modification des statuts va être obligatoirement déposé. Soit le procès-verbal, soit un extrait de celui-ci. Si par exemple, dans cette même assemblée, j'ai décidé d'augmenter ma rémunération, décidément, il n'arrête pas d'augmenter sa rémunération ce soir, et en plus de transférer mon siège social, je peux tout à fait découper et faire un extrait du PV qui transfère le siège social et ne déposer que ça. C'est pas du tout un problème. Voilà. Donc, voilà. Il faut quand même que je regarde tout ça plus profondément. C'est intéressant de savoir quoi faire en fonction de la nature du résultat. Et oui, et oui, et oui. Faut donc mieux injecter de l'argent par le compte courant d'associé pour éviter de passer sous les... Et non, ça marche pas malheureusement avec le compte courant d'associé. Attendez, j'essaie de prendre une petite feuille Excel pour vous montrer. Ça doit être ça, parfait. Donc là, vous devez voir ma petite feuille Excel, juste en 2 minutes. Hein. En fait, vous avez l'actif, ici vous avez le passif, et vous avez les capitaux propres, qui sont ici. Hein. En gros, dans les capitaux propres, on va retrouver capital, réserve, je fais vraiment un bilan très simple, réserve statutaire, réserve, autre réserve, report à nouveau. Je ne mets pas toutes les briques, mais c'est pas grave. Hop, ça c'est mon passif, d'accord. Ça c'est la partie qui va faire mon total de capitaux propres. Dans le jargon, le total de capitaux propres, on le met sous forme de KP. On écrit KP, c'est le capitaux propres. Et ça, en fait, c'est la somme de tout ce qu'il y a là, mes capitaux propres. Donc, imaginons, j'ai un capital de 2000 €. J'ai une réserve légale de 200 € parce qu'il faut qu'elle soit à 10% de mon capital. Ça fait partie du sujet qu'on doit voir sur les AJOA, mais je ne sais pas si on aura le temps de tout voir aujourd'hui. Imaginons j'ai des réserves de 500. J'ai un report à nouveau, j'en ai pas. Et cette année, j'ai un résultat de moins 3000. C'est pas assez. Moins 6000. Mon total de capitaux propres, il est là. Et mon compte courant, il est là. Compte courant d'associé. Parce que le compte courant, il est dans la partie du passif qu'on appelle les dettes. Là, on va retrouver les emprunts, etc. Je vais retrouver les impôts, les dettes que je dois à mes fournisseurs. Et ça, c'est mon total de dettes. D'accord? Et en fait, si j'augmente mon compte courant d'associé de 50 000 €, bah, vous voyez, mes capitaux propres, ils ne bougent pas. Et même si, du coup, à l'actif, j'ai une grosse trésorerie, j'ai quand même une perte de la moitié du capital.
Parce que moins 3300, c'est... si ça marchait déjà, c'est avec moins 3000, je dis des bêtises. C'est inférieur à 1000. Dès lors que mon total ici, il est inférieur à 1000, je me retrouve en perte de la moitié du capital. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de dire, je réduis mon capital, je réduis mon compte courant d'associé de 5000 euros, et ces 5000 euros, je les mets dans le capital. Et là, ça suffit pas. et là, la démonstration qui a complètement fail. C'est terrible. Il faut que je réduise beaucoup plus mon compte courant. Voilà, c'est bon. Si je prends 10 000 euros par contre de mon compte courant et que je les intègre dans mon capital, là je suis remonté à une situation où mes capitaux propres sont supérieurs à la moitié du capital, puisqu'ils font plus de 6 000. Mais du coup, ça veut dire que j'ai fait une augmentation de capital, que j'ai emmuré une partie de mon compte courant dans le capital. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose à faire? Pas forcément. Si je pense faire du résultat l'année prochaine, c'est pas grave. Je reste avec mon capital et je fais mon résultat l'année prochaine. Oula, c'est vraiment un très gros compte courant ça. Je fais mon résultat l'année prochaine et je régulariserai la situation. C'est pas très grave. Je peux régulariser la situation. C'est juste que je vais devoir faire des formalités à indiquer sur mon cabis que justement j'ai eu une perte supérieure à la moitié de mon capital, etc. Donc c'est pas hyper agréable d'avoir un cabis avec estampillé une perte, mais ça se régularise. Et c'est peut-être moins pénible à long terme que de devoir dépenser de l'argent pour faire une augmentation du capital et puis d'avoir plus de mal à récupérer cet argent qui était initialement au compte courant. Je ne sais pas si cet exemple chiffré vous permet de mieux visualiser l'état d'un passif actif-passif. Si nous avons un capital de 2000 euros et que les frais de départ s'annoncent plus importants, comment faire? Nous serions déjà déficitaires. Devons-nous mettre plus d'argent à titre perso? Du coup, Prunel, la démonstration que je viens de faire répond normalement à votre question. C'est-à-dire que c'est pas grave si vous avez un capital de 2000 euros et que vous avez des dépenses plus importantes que prévues. La question, c'est quelle va être l'arrivée? Si l'arrivée, elle est déficitaire, c'est pas grave. C'est juste que si votre déficit vous amène à une perte de la moitié du capital, il y aura une assemblée de plus à faire, une parution dans de journal d'annonce légale pour indiquer que vous avez eu cette perte. Et ça, c'est une assemblée qui se fait dans les 4 mois suivant l'assemblée générale ordinaire. Donc je résume. Je fais mon exercice comptable. Je clôture mon exercice. J'ai 6 mois pour faire mon assemblée générale ordinaire. Je fais mon assemblée générale, je constate que j'ai un déficit qui entraîne une perte de la moitié du capital. J'ai 4 mois pour ensuite faire une autre assemblée dans laquelle je vais décider de ne pas dissoudre ma société. Et cette assemblée, je vais la publier avec annonce légale et frais de greffe pour avoir une modification sur mon cabis comme quoi j'ai fait cette perte. L'année d'après, imaginons que je réalise du bénéfice. Et mes capitaux propres reviennent à un niveau positif, en tout cas supérieur à la moitié du capital. Eh bien, je peux constater la reconstitution de mon capital, de mes capitaux propres, pas du capital, de mes capitaux propres, dans mon PV d'Assemblée Générale de l'année d'après. Je le dépose au greffe, contre rétribution des services du greffier, évidemment. Rien n'est gratuit. Et ils vont pouvoir retirer la mention sur mon cabis de perte de la moitié du capital. Donc c'est pas forcément grave, cette situation. C'est ça que je veux dire. C'est juste qu'il faut avoir en tête que ça peut générer des petites formalités et des petites frictions. Oui, il faut juste que je vois comment gérer ça en cas d'e-commerce. Si j'ai bien compris, il faut un petit capital, comme vu lors d'une autre session Twitch, et dans le compte courant d'associé pour couvrir les achats, produits et autres frais. Oui. En fait, là, la perte de la moitié du capital, c'est pas forcément lié au montant de vos dépenses. C'est lié à votre résultat bénéficiaire ou déficitaire. Vous pouvez avoir beaucoup de dépenses
et faire beaucoup de chiffre d'affaires et du coup être bénéficiaire. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes déficitaire, ça peut vous amener à cette situation. Raison pour laquelle, quand on crée une entreprise, je vous disais, on a tendance à dire prenez un premier exercice un peu plus long, comme ça vous avez un peu plus de temps pour justement essayer d'atteindre ce qu'on appelle le point mort en comptabilité. Le point mort, c'est le moment de l'année où votre société commence à réaliser des bénéfices. C'est-à-dire qu'elle a couvert tous ses frais fixes, que ses charges variables, elle commence à réaliser des économies d'échelle sur ses charges variables, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle dégage du bénéfice. Plus votre point mort il est tôt dans l'année, mieux c'est. Plus ça veut dire que vous allez commencer à dégager du bénéfice et couvrir toutes vos charges. Plus votre point mort il est tard, moins ça peut être une bonne gestion, en tout cas de votre activité. Je dis pas que c'est facile de faire du bénéfice. Je dis pas que c'est facile de faire du bénéfice. Très clairement. On n'est pas là pour faire peur aux gens, Prunel. Donc, et après, n'oubliez pas, sur Dougs, moi je suis là, je peux vous aider, et sur Twitch bien sûr, et puis nos équipes sont là pour vous accompagner et éventuellement vous aider. Les slides sur les différents statuts, c'était top, il y a tellement de paramètres et de docs pour le greffe, ça aurait été top. Et c'est parti remise. La semaine prochaine, je vous prépare un petit support. Et puis on regardera, je ferai la liste des documents. Je vous mettrai ça bien au propre pour mardi prochain, si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas être là, de toute façon, je mettrai la vidéo en temps fort. Comme ça, vous pourrez la regarder sur la chaîne Twitch sans limite de délai. Mais pour la semaine prochaine, pour mardi prochain, je prépare un support à vous présenter sur tout ce sujet-là. Je vous ferai un petit résumé de ce qu'on a vu ce soir. Et puis on pourra poursuivre avec la liste des documents, reprendra ses obligations, toutes ces questions. Et puis on parlera, j'aimerais qu'on ait le temps, sinon ça sera la semaine d'après, c'est pas grave, on va prendre le temps qu'on a besoin. C'est l'intérêt aussi de ces sessions live. Je voudrais qu'on revienne sur le calendrier des dividendes, le paiement, quand est-ce qu'on paye, etc., etc. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, quand on a parlé du choix barème progressif flat tax, mais on fera un schéma avec toutes les possibilités, si on est dispensé, pas dispensé, etc., en fonction de ses revenus. On fera un schéma ensemble pour que vous compreniez bien toutes les options qui sont possibles pour vous. Voilà. Eh bien, au fait, avez-vous trouvé une solution pour publier durablement les tout premiers Twitch? Non, j'ai pas encore de solution là-dessus. Je penche sur le fait de faire une chaîne YouTube secondaire. Enfin, d'utiliser mon compte personnel, mon compte Dougs YouTube pour éventuellement créer une chaîne annexe sur laquelle on mettrait les replays. Après, ce que je fais, c'est sur l'hebdomadaire du mardi soir, à chaque fois, je la mets en temps fort. Ça veut dire que comme je la mets en temps fort, elle est disponible en replay sur la chaîne Twitch de manière permanente. Vous n'êtes pas embêté là-dessus. Par contre, c'est vrai que la quotidienne, celle que je fais l'après-midi, elle reste valide que 7 jours. Donc au bout de 7 jours, elle s'en va. C'est potentiellement moins gênant parce que c'est vrai que la quotidienne, c'est plus un moment où je réponds au tac aux questions, c'est moins préparé. Or, ce soir, on a quand même beaucoup improvisé. On a beaucoup improvisé. Mais c'est votre faute. Voilà. Je me défausse complètement sur vous. En tout cas, c'était très cool. Voilà. Moi, je vous le dis, j'ai pris beaucoup de plaisir ce soir à échanger sur ce sujet-là avec vous. Et moi, j'ai certains fichiers, des enregistrements que j'ai fait sur les premiers. Et je les ai gardés, à vrai dire. On est en transparence ici, on est entre nous. Moi, je les ai gardés même pour faire de la formation en interne. Parce qu'il y a des éléments que j'avais abordés
notamment concernant les packs d'associés, que je trouvais ça cool pour essayer de les diffuser en interne. Parce que le service juridique de Doug's, hein, il y a tout niveau. On a des juristes assez chevronnés, on a des juristes un peu plus juniors, et on essaie de les former petit à petit, tous, pour monter en compétences. Et on se sert aussi de ça. Donc, il faut que je trouve un moyen, je pense, sur une chaîne YouTube un peu personal branding, comme on dit, je crois, dans le jargon, de mettre mes replays Twitch. Voilà. Par contre, je pense que si je fais ça, je ne sais pas si je pourrais assurer, par exemple, d'aller répondre beaucoup dans les commentaires en plus. Enfin, je pense que ça ne sera pas très... je suis pas sûr de pouvoir animer en plus de mes fonctions, à savoir gérer le service juridique de Doug's, plus les Twitch, plus gérer la chaîne YouTube, une chaîne YouTube secondaire. Mais ça sera un endroit, un recueil, quoi. Je suis pas sûr de pouvoir aller répondre à tous les commentaires qui pourraient se mettre dessus. Exactement. Oui, on pourrait bloquer les commentaires et renvoyer sur la chaîne Twitch, tout simplement. C'est vrai. Alors, promis, quand on aura plus d'abonnés, enfin plus de followers sur la chaîne Twitch, je pense que je pourrais trouver un moyen d'avoir un peu plus de moyens. Vous vous en doutez, hein. Il n'y a pas de secret. Plus il y a de monde, sur ce Twitch, plus on pourra essayer d'y allouer des moyens, et notamment de se servir de ça. Le chat ne serait pas qualifié. Le chat, aujourd'hui, il est allé chez le vétérinaire parce qu'il a un petit kyste à l'œil. Là, je crois qu'il m'en veut. Voilà, je vous le dis. Je crois que le chat, il n'est pas là ce soir. Il n'est pas dans son panier, il n'est pas sur le bureau. Le chat, là, il est en mode... faut pas trop que je lui parle ce soir, je crois. Ah bon, c'est pour sa santé, hein, c'est important. C'est une vieille mémère. Enfin, c'est une vieille mère. Elle a 13 ans maintenant. Ouais, bon, pas une semaine, parce que je pense que dès demain, je pense qu'elle reviendra squatter mon bureau. Le PC fait beaucoup trop de chaleur pour qu'elle décide de se priver de cet espace. Écoutez, on arrive à la fin de ce live. Merci beaucoup pour le chat et pour moi. C'est avec plaisir que je le fais. J'espère que ça se voit, que je le fais avec plaisir. Parce que vraiment, franchement, je prends plaisir à répondre à toutes vos questions. C'est très chouette pour moi. Et c'est très cool de voir que y a de plus en plus de gens. Merci beaucoup, Zadji, pour le follow. Ça fait très plaisir. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Ah oui, 18 ans, pas mal. Pas mal. Mais je crois que la moyenne de vie des chats, c'est autour de 17 ans. Donc elle a encore quelques années. Après, c'est des petites bêtes auxquelles on s'attache beaucoup. Donc j'ai envie de dire que les quelques années, ça sera toujours pas assez par rapport à ce qu'on voudrait. Mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Encore un grand merci à vous. Du fond du cœur, c'était très cool. J'ai apprécié cette soirée en votre compagnie. On se retrouve demain pour la quotidienne si vous êtes de passage par là. Sinon, vous connaissez le programme maintenant, donc n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite bien sûr à tous une très très bonne soirée. Et je vous dis à très vite sur 12, à très vite sur Twitch. Bye bye.